Merci Pierre-Antoine Lévy de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Élu du Tarn-et-Garonne, membre du groupe Union Centriste. On va parler de votre texte qui vise à aider les étudiants à se restaurer à des tarifs peu chers. On en parle dans quelques instants. C'est au Sénat cet après-midi. D'abord, évidemment, l'actualité. C'est la réforme des retraites et ses consultations d'Elisabeth Borne ce matin à Matignon. Elle reçoit les syndicats. Est-ce que vous pensez qu'elle va réussir à briser la glace avec la CFDT, comme lui a demandé Hervé Marseille, votre président de groupe? Ça me paraît compliqué. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu dans la présentation que vous venez de faire, pour pouvoir discuter, il faut être déjà d'accord sur un principe, c'est de ne pas demander d'un côté le retrait de la réforme, de l'autre côté, du côté du gouvernement, de dire qu'il n'y aura pas de négociation sur l'âge de départ. Donc déjà, on est dans une posture qui est compliquée. Bon, ces consultations, elles sont nécessaires, mais elles auraient dû être faites avant, parce qu'elles ont lieu après la réforme des retraites, à mon avis, pour préparer la future loi travail, et voir comment, justement, le dialogue peut être restauré avec les syndicats, puisque c'est de ce dialogue dont on parle aujourd'hui, et de communication, puisque cette réforme des retraites qui a été faite, elle a été très mal expliquée, et surtout, on a très mal communiqué dessus. Pour vous, c'est un problème de pédagogie ou c'est un problème de méthode? Les deux. Problème de méthode, puisque généralement, avant de commencer une réforme, on essaye de discuter, on essaye de se mettre autour de la table, on attend aussi le bon moment. Vous savez, il y a des bons et des mauvais moments. On est quand même dans une crise assez compliquée, crise d'inflation, crise énergétique, une guerre en Ukraine. Les Français sont inquiets, les Français ont peur de savoir chauffer, comment manger. C'était peut-être pas le bon moment. Donc problème de calendrier. Problème de calendrier. Problème de méthode aussi. La loi travail va arriver après. Normalement, elle arrive avant. Et ensuite, la fin de l'été, pour vous, il aurait fallu la faire arriver avant. D'abord s'occuper du travail des salariés et ensuite de travailler sur la retraite. Sachant que cette réforme, elle est nécessaire et indispensable, il faut la faire. Mais il faut la faire selon une bonne méthode, avec une vraie discussion. Et je pense que la discussion qui a lieu aujourd'hui, alors on verra, je vais attendre de voir qu'est-ce qu'il en sort, mais enfin, on a déjà vu les premiers commentaires des responsables politiques. Ça laisse présager rien de très positif, mais enfin, attendons. Mais est-ce que pour vous, Elisabeth Borne doit rester inflexible avec les syndicats, ou est-ce qu'il faut qu'elle fasse un pas vers eux? Est-ce qu'il faut qu'elle fasse des concessions? Moi, je pense qu'il faut déjà essayer de trouver une porte de négociation, une piste de négociation. Il n'est pas acceptable d'un côté que les syndicats disent « nous on vient si vous retirez votre réforme », et de l'autre côté il est compliqué pour les syndicats d'entendre dire « vous venez mais il y a des choses sur lesquelles on ne discutera pas ». Il faut mettre sur la table, discuter, et ensuite attendre les jours qui viennent, puisqu'il y a aussi une décision importante qui aura lieu le 14 avril, c'est la réponse du Conseil constitutionnel sur la validité ou pas de la réforme ou de certains points de... Pour vous, elle est là aujourd'hui, la porte de la sortie de crise dans la décision du Conseil constitutionnel? Vous savez, on va attendre déjà de ce que va dire le Conseil. J'écoutais avec attention les commentaires de plusieurs constitutionnalistes. C'est assez intéressant. Il y en a qui disent que le texte doit être censuré, d'autres qui disent qu'il n'y a absolument rien à attendre de censure et que le texte est conforme. C'est comme des médecins, vous savez, sur des diagnostics qui sont un peu différents. Donc, on va attendre. Vous savez, le Conseil, c'est le Conseil des sages. Il est là pour donner son avis qui n'est pas contestable et qui s'applique à tous. Attendons son verdict et nous verrons la semaine prochaine. Demain, il y a une nouvelle journée de mobilisation, oui. La 11e. On a vu que la mobilisation a été moindre lors de la 10e journée, mais quand même, elle reste à un niveau qui est très élevé. Est-ce que vous redoutez ce que ce mouvement peut devenir? On le redoute toujours. On redoute également les mouvements de violence. Vous savez, les manifestations ont commencé dans le calme, commencé un petit peu paisiblement, c'est-à-dire que les gens venaient montrer leur opposition, mais dans un esprit plutôt apaisé. Depuis quelques semaines, c'est pas du tout la même ambiance. On voit quand même qu'au milieu des manifestants, vous avez des mouvements très violents, qui sont attisés par l'ultra-gauche, qui sont là pour casser, qui sont là pour blesser, qui sont là pour, en plus, casser le mouvement de manifestation et surtout donner une mauvaise image de la manifestation. Donc oui, je suis inquiet, bien sûr, comme beaucoup. J'observe avec beaucoup de crainte et beaucoup d'attention ce qui se passe et ce qui va se passer demain. Mais il faut être très vigilant parce que ces mouvements peuvent vraiment dégénérer. Gérald Darmanin est auditionné aujourd'hui au Parlement sur sa gestion du maintien de l'ordre. Qu'attendez-vous de cette audition? Tout simplement qu'on puisse avoir une vraie version de ce qui s'est passé. Vous savez, aujourd'hui, je trouve assez regrettable de taper sur les forces de l'ordre, de dire que c'est eux qui sont responsables. Vous savez, moi je salue leur courage. Leur courage, c'est un courage assez important parce qu'on l'a vu à Sainte-Soline, on le voit dans les manifestations. Je le disais il y a quelques secondes. Il y a des manifestants qui sont là pour s'opposer et faire entendre leur voix de manière paisible, et d'autres qui sont là pour casser, pour tuer.
pour tuer de la police, pour tuer du policier, et même autre chose que du policier. Donc, il faut absolument que Gérald Darmanin dise ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de fake news qui ont circulé, notamment à Sainte-Soline, en disant que les SAMU avaient été empêchés de venir. Bon, il a été prouvé que c'était faux. Donc, on veut la vérité. Il y a des enquêtes qui ont été lancées par les procureurs de la République, par le préfet de police de Paris, et par Gérald Darmanin lui-même. On veut la vérité, et on veut que le ministre puisse expliquer paisiblement devant le Sénat et l'Assemblée nationale sur ce qui s'est réellement passé. Il y a aussi des blocages, des occupations de fac avec parfois des dégradations. Comment vous analysez ce malaise étudiant? Beaucoup de provocations et beaucoup de manipulations. C'est encore une fois, les blocages, on peut manifester, on peut s'opposer, les étudiants ont le droit, mais on ne peut pas bloquer. Le blocage d'une université n'est pas autorisé. On peut par contre critiquer, encore une fois, cette minorité qui empêche la majorité des étudiants de venir travailler. Parce qu'on entend beaucoup la voix de ceux qui bloquent, mais on n'entend pas suffisamment la voix des étudiants qui se plaignent de voir leur partiel arriver sans pouvoir avoir de cours. Ils sont inquiets de voir s'ils vont pouvoir valider leur année d'études. Et donc, encore une fois, c'est une minorité. Vous savez, on entend 200, 300 étudiants sur des universités de 10, 15 000 personnes. Donc, cette minorité, il faut qu'elle fasse attention parce qu'elle est souvent manipulée et elle est souvent violente. Donc, il faut, encore une fois, faire attention. Vous avez l'exemple de Bordeaux. La victoire de l'université de Bordeaux, qui a été débloquée la semaine dernière, mais à quel prix? 1 million d'euros de dégâts, 6 mois de travaux pour réhabiliter une université au patrimoine classé dévastée. C'est absolument scandaleux. Je veux dire, le président de l'université aurait pu faire appel à la force publique bien avant. On voit qu'avec un résultat aujourd'hui que l'on voit. On va continuer à parler des étudiants, mais sous un autre angle, puisque vous souhaitez lutter contre les inégalités territoriales en matière d'accès à une restauration à un tarif modéré pour les étudiants. Le texte que vous avez déposé est examiné aujourd'hui en seconde lecture. Au Sénat, on va voir les détails de ce texte avec Steve Jourdain. Bonjour Yann, bonjour monsieur le sénateur. Et Steve, cet après-midi, le Sénat examine donc la proposition de loi de Pierre-Antoine Lévy pour lutter contre la précarité étudiante. L'heure est grave. On va voir ces images. Oriane, ces images, c'était la semaine dernière, place des Invalides à Paris, à quelques pas de l'Assemblée nationale. Des centaines d'étudiants qui font la queue pour recevoir des colis d'aide alimentaire. L'opération est organisée par un syndicat étudiant qui constate que depuis la crise sanitaire, le phénomène ne se tarit pas. Il est aussi identique partout sur le territoire. Écoutez. La réalité, c'est qu'en fait, la précarité étudiante n'a jamais disparu. Elle n'est pas disparue avec le Covid. Elle a continué à s'aggraver, même avec des distributions qu'on a organisées où il y avait plus de 1000 étudiants quand même qui faisaient la queue. Et donc, et même dans des petites villes où on a des chiffres aussi assez conséquents, ce qui montre bien qu'aujourd'hui, il y a un réel problème. Un chiffre et un exemple très concret pour mesurer l'ampleur de la précarité des étudiants. L'université Bordeaux-Montaigne a réalisé une étude et publié un rapport il y a 2 semaines. Là-bas, 90% des étudiants vivent avec un budget inférieur au seuil de pauvreté. Un étudiant sur deux vit avec moins de 400 € par mois. Tout ça, évidemment, dans un contexte de très forte inflation, Yann. Et votre texte, Pierre-Antoine Lévy, a pour but initial de mettre en place un ticket resto étudiant. Oui, la proposition de loi part d'un constat. Beaucoup d'étudiants n'ont pas accès au système de restauration universitaire. La raison est simple, certains endroits en sont dépourvus en France. Certains lieux d'études situés notamment dans des communes rurales ou dans des petites villes ne proposent pas d'offres à destination de leurs étudiants qui sont contraints, quand ils le peuvent, de se replier sur la restauration rapide. Le dispositif proposé par votre proposition de loi est simple. Il s'agit de créer un ticket restaurant étudiant à l'image de ce qui se fait par exemple dans les entreprises avec les tickets resto pour les salariés. Tous les étudiants qui n'ont pas accès à une structure de restauration universitaire pourront en bénéficier. Au total, entre 200 000 et 500 000 étudiants pourraient être concernés par le dispositif. Dispositif qui a été validé par l'Assemblée nationale. Le texte arrive donc aujourd'hui en 2e lecture au Sénat. Il a été un peu modifié par les députés qui en ont en quelque sorte élargi les modalités. Il s'agit maintenant plus généralement de verser une aide financière aux étudiants qui n'ont pas accès à la restauration universitaire. Une aide qui permettra de couvrir les bons d'achat ou les cartes alimentaires. Est-ce que la rédaction des députés vous convient ? Alors, vous avez raison de le dire, l'objectif initial de ma proposition de loi était de créer un ticket restaurant étudiant, ce qui était une solution beaucoup plus facile et pratique à mettre en place pour tous les étudiants qui n'étaient pas concernés et qui n'avaient pas accès à une offre de restauration universitaire. Vous savez, on a parlé de ces fameuses zones blanches. Ces zones blanches, ce sont des villes moyennes
des villes de montagne ou des villes de taille plutôt moyenne qui ont des universités, des antennes, des extensions d'universités, mais qui n'ont pas de restauration universitaire. Et donc, l'objectif, c'était de donner un ticket restaurant à ces étudiants, basé sur le même système que le ticket resto classique, participation de l'employeur au ticket resto, une valeur faciale de 6-7 euros. En cas d'espèce, sur les étudiants, 6,60 €, puisque le coût d'un repas universitaire, c'est 3,30 € pour un étudiant non boursier, et le fameux repas à 1 € qui a été mis en place et pour l'instant maintenu pour les étudiants boursiers. Et donc, effectivement, ce dispositif avait été voté au Sénat en première lecture en juin 2021. Il a été modifié en octobre 2021 à l'Assemblée nationale. Et le ticket restaurant a disparu. Le nom n'est plus le ticket restaurant, c'est offre de restauration à tarif modéré. C'est un dispositif qui, quand même, a le mérite au moins de mettre l'accent sur la précarité étudiante. On a vu dans votre reportage, encore une fois, des files d'attente qui continuent malgré la fin de la Covid, la crise sanitaire. Elle a été amplifiée par cette crise sanitaire, cette précarité étudiante. Et alors, dans ces villes... Combien ce dispositif tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale et qui sera peut-être adopté cet après-midi, combien d'étudiants sont concernés? Alors, on a évalué entre 200 et 500 000 étudiants, le nombre d'étudiants pourront être concernés par cette mesure. Parce que qui précisément sera concerné? Il n'y a pas de conditions de ressources? Alors, il y a des conditions de ressources pour les étudiants boursiers. Pour l'instant, encore une fois, ça sera une discussion que nous aurons avec la ministre de l'Enseignement supérieur et surtout, une fois que la loi sera promulguée, parce qu'on va promulguer la loi, en tout cas on va la voter conforme à l'Assemblée nationale. Il faut que j'explique rapidement pourquoi cette loi n'est pas tout à fait celle que j'avais voulu au départ, mais elle arrive en deuxième lecture au Sénat et si nous la votons conforme, elle peut s'appliquer, le président de la République peut la promulguer. Et les décrets d'application peuvent être pris par la ministre, justement, pour définir le cadre d'application de cette proposition de loi. Donc, si nous changeons une seule virgule... Elle sera effective à la rentrée prochaine. On espère qu'elle sera effective à la rentrée prochaine. C'est le but, en tout cas, de la voter au mois d'avril, dans le cadre de la niche parlementaire du groupe centriste. Donc, l'objectif, c'est de permettre aux CROUS, puisque les maîtres d'œuvre, ce sont les CROUS, qui devront conventionner avec des structures publiques ou privées, qui existent peut-être déjà dans les villes moyennes, et permettre à ces étudiants d'avoir accès à une restauration à tarif modéré. Donc, l'objectif, c'est d'avoir les mêmes droits pour ces étudiants que les étudiants qui ont accès à une restauration dans un centre universitaire plus important, les grandes métropoles, où ils peuvent s'alimenter midi et soir à 1 € pour les boursiers et à 3,30 € pour les non-boursiers. Parce qu'aujourd'hui, il y a des inégalités territoriales en matière d'accès à la restauration pour les étudiants. Complètement. Quand on vous fait un repas à 1 € et que vous n'avez pas de point de restauration universitaire, ça vous sert à quoi? Vous faites comment pour manger? Le deuxième volet de cette proposition de loi, c'est de permettre, quand il n'y aura pas de possibilité de conventionnement, de donner une aide financière correspondant au prix, en tout cas, encore une fois, au prix du repas, soit 1 €, soit 3,30 €, à l'étudiant pour lui permettre de s'acheter à manger. Parce qu'aujourd'hui, l'étudiant qui n'a pas accès à une restauration universitaire, parce qu'il n'y a pas de site, il n'y a pas de restaurant, comment fait-il? Il y a des inégalités, et l'objectif de cette proposition de loi, c'est d'aller essayer de réduire ces inégalités. Et le gouvernement est sur la même ligne que vous et que les députés de l'Assemblée nationale à ce niveau-là. Alors, le gouvernement, un décret d'application va intervenir dans les... La ministre va pouvoir s'exprimer cet après-midi. On va écouter attentivement sa déclaration. J'ai l'impression quand même que le gouvernement a changé, en tout cas dans sa doctrine. Vous avez entendu la semaine dernière la ministre Retailleau qui a annoncé une revalorisation assez importante des bourses, 500 000 € par mois. Voilà. Et donc, on a la volonté aujourd'hui, je pense que le gouvernement a compris cette situation. On l'a un petit peu aidé également. Vous savez, ça fait quand même 2-3 ans qu'avec Laurent Lafont, avec Jean Aigret, qui est rapporteur du texte, on travaille sur cette précarité étudiante. Vous aviez eu la mission étudiante présidée par Pierre Ouzoulias, qui a mis également l'accent sur les problématiques, pas que de restauration, de logement, de santé mentale également, donc qui ont été exacerbées par cette crise de la Covid-19. Oui, donc l'objectif, voilà. Le gouvernement a changé de position, c'est aussi, il y a un contexte évidemment social particulier. Mais une inflation également qui est beaucoup plus importante. Mais peut-être aussi un contexte politique un peu particulier avec ces jeunes qui arrivent dans les mobilisations. Est-ce que vous voyez un moyen aussi peut-être de calmer la colère des jeunes? Je pense qu'il faut les entendre. Encore une fois, les jeunes manifestent leur détresse. On l'a vu dans les manifestations, on l'a vu dans les universités, et il faut entendre cette détresse. Ce reportage que vous avez vu, nous en avons vu des tas et des tas pendant la crise sanitaire. C'est inacceptable au XXIe siècle de voir que les étudiants ne peuvent pas s'alimenter. Leur objectif, c'est de faire leurs études. Nous devons les mettre dans les meilleures conditions pour réussir leurs études. Voilà. Un revenu universel étudiant, ça pourrait être une bonne idée. Certains économistes le proposent. Alors, ça peut être une solution. Encore une fois,
Et ça, qui le finance? Comment le finance-t-on? Il ne faut pas que ça se fasse au détriment de tout le reste, de tous les mécanismes de la chaîne de construction, on va dire des logements, construction de restauration universitaire. Quid sur l'éligibilité? Est-ce que c'est un revenu universel? Qui dit revenu universel, c'est dit que tout le monde peut y avoir droit. Mais des étudiants. Vous dites pas non. Je dis que c'est à étudier. RSA jeune, 18-24 ans, à étudier aussi. À étudier, mais encore une fois, il y a pas mal d'écueils on va dire, à relancer. Le RSA est financé par les départements. Les départements sont en difficulté financièrement. Est-ce que c'est l'État qui va financer? Est-ce que c'est les départements? Tout ce travail, il faut le faire, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de tout le reste, de toute la politique de développement de la vie étudiante. Merci Steve. Tout à l'heure, on parlera de la NUPES. Exactement. Ça va moyennement. On va dire ça comme ça. Vous nous ferez le diagnostic tout à l'heure. Ce sera dans le classe. Merci Steve. À tout à l'heure. Docteur Steve. On va parler de la fin de vie, Pierre-Antoine Lévy, puisque la Convention citoyenne sur la fin de vie a donc rendu ses conclusions. Les citoyens sont favorables à une évolution de la loi Claes-Leonetti et favorables à la mise en place d'une aide active à mourir. Vous aussi? C'est un sujet très délicat. Vous savez, je crois que c'est une situation personnelle, un vécu familial qui peut inciter à être pour ou contre le suicide assisté ou l'euthanasie, puisque c'est de ça dont il s'agit. Vous savez, à titre personnel, moi j'ai été interrogé, j'ai reçu des associations. Je n'ai pas encore fait ma conviction. Vous savez, c'est difficile hein, de dire qu'on va aider quelqu'un à mourir, qu'on va prendre cette décision. Je crois qu'il faut attendre de voir ce qui va être mis dans la loi pour pouvoir se faire une idée et peut-être avoir une conviction un peu plus affirmée. Ce que je lis également dans le rapport de la Convention citoyenne, des 184 citoyens qui ont donné leur avis, outre le fait qu'ils recommandent le suicide assisté et l'euthanasie, ils disent aussi quand même que la loi Claes-Leonetti n'est pas suffisamment appliquée. Il y a quand même 21 départements où il n'y a pas de soins palliatifs mis en place. Il faut mettre les moyens, il faut déjà que la loi soit appliquée sur tout le territoire. Donc cette loi Claes-Leonetti, ce qui me concerne, je considère qu'elle va déjà loin, mais il faut qu'elle soit applicable partout. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc pour vous, la priorité, c'est de faire en sorte que cette loi soit appliquée plutôt que de changer la loi et d'en faire une nouvelle? On peut peut-être compléter, mais en tout cas, il faut déjà que la loi Claes-Leonetti, qui est une bonne loi, je pense, honnêtement, qui a été complétée en 2014-2015, soit appliquée sur le territoire. Et après, donc discussion... Avec de forts moyens sur les soins palliatifs. De forts moyens sur les soins palliatifs. Après, sur la fin de vie, je crois que c'est... Voilà, il faut attendre les discussions, il faut attendre le texte de l'eau, voir ce qu'il contient, et peut-être se faire sa propre opinion personnelle. Moi, quand je discute avec mes collègues sénateurs de tous bords politiques, certains sont pour, parce qu'ils ont été confrontés à une situation personnelle difficile, à un accompagnement. Moi-même, j'ai été confronté à un accompagnement de mes grands-parents, de mon père. Je ne pouvais pas me résoudre à cette situation de dire, ben voilà, je vais appuyer sur le bouton. Non, c'est pas possible. Il y a aujourd'hui des dispositifs qui existent sur la fin de vie. Peut-être faut-il aller plus loin, mais encore une fois, il faut qu'il y ait une vraie discussion et peut-être un cheminement personnel pour permettre de voter la loi. Et dans la loi Claes-Leonetti, il y a la directive anticipée. C'est-à-dire que le patient peut exprimer sa volonté. Elle n'est pas suffisamment connue. Elle est peu connue, elle est peu appliquée. Est-ce qu'il faut travailler là-dessus? Il faut travailler dessus, parce que vous avez déjà effectivement cette disposition de la directive anticipée qui n'est pas assez connue. Donc la loi, vous avez une loi qui, à mon avis, est une bonne loi, franchement. Mais encore une fois, une loi n'est bonne que si elle est connue et si elle est appliquée, et surtout si elle est diffusée. Donc essayons également de faire un peu de pédagogie sur cette loi. Lundi, en recevant les conclusions de la Convention citoyenne, Emmanuel Macron est resté assez flou sur son avis personnel sur la question. Il renvoie au Parlement, il promet une loi d'ici la fin de l'été. Il a eu raison, le chef de l'État, de ne pas donner de direction pour vous? Complètement. Encore une fois, cette Convention citoyenne a le mérite de donner des pistes. Mais c'est au Parlement de voter, encore une fois. On est dans une assemblée, l'Assemblée nationale va donner son choix, le Sénat donnera son vote. Mais le président de la République, je vous disais, à son intime conviction personnelle, certainement. Il ne veut peut-être pas la donner pour laisser le débat s'instaurer entre les députés et entre les sénateurs. Attendons de voir ce que la loi comporte et nous avancerons sur ce sujet, mais c'est bien de pouvoir en discuter. Allez, pour terminer, on va voir l'actualité dans votre Sud-Ouest. On va à Bordeaux retrouver Xavier Sautat, journaliste à Sud-Ouest. Bonjour Xavier, merci beaucoup d'être avec nous. Xavier, avec vous, on reparle de la ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse. Et la question était au cœur d'un colloque sur la mobilité organisé il y a quelques jours. Absolument, absolument. La LGV, c'est une vieille histoire, hein. Ça fait quand même quelques décennies qu'on en parle. Oui, effectivement, Sud-Ouest a organisé un colloque autour d'une question assez simple, au fond, avec ses objectifs de neutralité carbone. Comment
quel impact auront-ils en fait sur les déplacements au quotidien? Alors il y a une foule de sujets qui ont été évoqués. Évidemment la route est-elle devenue tabou dans ce monde? Dans une région, je vous le rappelle, où la ville phare a été prise par un écologiste, il y a un vrai sujet et toutes ces questions de ferroviaire et notamment de LGV. Alors Clément Beaune n'a pas pu venir puisque les ministres étaient privés de sortie. Il a néanmoins participé. Il a donné quelques garanties sur la tenue du calendrier. Ça va intéresser le sénateur Lévy. La tenue du calendrier sur ce LGV, en fait, il y a un double projet. On part de Bordeaux, on part sur Toulouse, horizon 2030, calendrier a priori tenu. Et l'autre petit barreau qui pose un vrai problème dans notre région, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, c'est Bordeaux-Dax et la liaison avec l'Espagne, où l'Espagne attend beaucoup de la France, puisque eux seront à la frontière dès 2028. Et en face, eh bien, pas grand-chose pour le moment. Et Xavier, vous avez une question, j'imagine, pour Pierre-Antoine Lévy. Ben, précisément, c'est sur ces questions de ferroviaire. On le disait, ce projet de LGV est, allez, pas vieux comme Hérode, mais enfin, ça fait quand même quelques années qu'on en parle. 14 milliards d'euros, ce projet GPSO, grand projet du Sud-Ouest, donc pour relier Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, 14 milliards d'euros. En face, il y a un besoin de train au quotidien. La question, elle est simple. Est-ce qu'on peut faire du en même temps en termes de ferroviaire? Est-ce que la France a les moyens de faire et de la LGV et des trains du quotidien? Alors, vous avez une question, vraiment une très bonne question que vous posez. D'abord, c'est très ancien. Et je peux vous dire qu'on était beaucoup plus jeunes quand on a commencé à parler de LGV. Vous savez, le grand débat de 2005, il y a 20 ans, disait qu'effectivement, Toulouse était la seule grande métropole qui n'était pas couverte par la ligne à grande vitesse. Il faut aujourd'hui 4h30 au plus rapide pour faire Toulouse-Paris en TGV. Puisque pour faire aujourd'hui Toulouse-Bordeaux, il faut à peu près 2h15. Et 2h11 pour faire Bordeaux-Paris. Donc 4h20, 4h25, ce qui est très long quand on voit que d'autres liaisons entre Marseille et Paris, c'est 3 heures. Donc il est inacceptable aujourd'hui que Toulouse soit aussi loin. Mais encore une fois, 14 milliards, c'était 8-9 milliards il y a 10 ans. Moi, quand je suis arrivé à la mairie de Montauban, nous avons travaillé sur ce sujet aux côtés de Brigitte Barrès, sur la LGV. Le tracé était déjà connu en 2008-2009. On savait qu'il y aurait une gare LGV à Montauban. Ensuite, pour des bisbilles politiques, pour des changements de cap également liés à une présidence de la République qui a totalement arrêté le projet, on a perdu 10 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reprend? On reprend un calendrier en expliquant qu'effectivement, il faut cette liaison Toulouse-Bordeaux. Et il faut mettre les moyens parce que, encore une fois, si on veut réellement que la LGV arrive et que surtout Toulouse, la métropole toulousaine, soit accessible, il faut mettre les moyens. Sur le calendrier, j'ai vu lundi, il y a 2 jours, le préfet de région, Pierre-André Durand, qui nous a confirmé que le calendrier serait tenu. Donc démarrage des travaux 2024 et objectif du premier train 2032. Donc c'est un petit peu plus loin que les 2030 dont vous parlez, mais c'est 2032. On va s'accrocher à cet horizon. J'avoue que c'est Jean Castex l'an dernier qui a débloqué la situation. Et qui était très impliqué dans ce dossier. Est-ce que là, depuis qu'il est parti de Matignon, l'implication est la même? Alors, les présidents de région sont très impliqués. Le maire de Toulouse est également impliqué. Le président du Grand Montauban-Lay, le président du département. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté politique et surtout une association politique complète qui veut que cette LGV se mette en place. Maintenant, il faut y mettre les moyens et surtout montrer qu'on est prêt en commençant les travaux. Et je crois que quand on aura commencé ces travaux, qu'on verra que on verra qu'on a vraiment pris la mesure de ce chantier et peut-être que les Tarn-et-Garonnais et les Hauts-Garonnais et tous ceux qui sont desservis par cette gare verront que l'État est prêt, que les collectivités sont prêtes à faire que la LGV arrive en Haute-Garonne et en Tarn-et-Garonne d'ici 2032. Merci Xavier Sautat et merci pour votre très bonne question Xavier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Bordeaux. La une de Sud-Ouest ce matin. Bordeaux veut garder ses trottinettes. C'est à la une de votre journal. Merci Xavier Sautat. Merci Pierre-Antoine Lévy d'avoir été avec nous. On suivra l'examen de votre texte cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat et dans 20 minutes dans le Club des Territoires, on va parler des consultations.